Yeah. C'est le rendez-vous, nous décortiquons votre parcours, votre actualité. L'excellence, le succès et la réussite. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. L'icône du 242. Bonsoir et soyez les bienvenus, c'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux pour suivre ce programme. Il est ingénieur en construction civile et industrielle et président de l'Ordre des ingénieurs du Congo, en sigle OIC. Mesdames et messieurs, Victor Ondaletia est face à Maner. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Bonsoir, monsieur Maner. Alors voilà, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, Ondaletia, un nom si original, c'est congolais ou italien? Non, c'est un nom congolais, hein. Vous savez que les noms... Ah bon? C'est un nom congolais. C'est congolais? Oui, c'est congolais. Et Ondaletia, bon, si le c'est nom congolais... peut se prononcer de deux manières, de la façon on peut dire Andaletia. Ah d'accord. Ça veut dire les problèmes qu'on va traiter. Ou bien, vous dites Anda Ali Etia. Ça veut dire l'histoire, c'est le récit des événements passés. Et quand on dit Ondaletia, ça c'est en français. On n'a pas écorché. Ça c'est en français, ça passe. Victor Ondaletia, qu'avez-vous retenu en suivant les médias ces derniers temps? Bon, les médias ces derniers temps, tout le monde est focalisé sur ce qui se passe en Europe et au Moyen-Orient. Ce qui est inquiétant, c'est que ces pays qui ont des armes à destruction massive sont en train de se mettre les doigts dans les yeux. Et à l'allure où ça va, on a l'impression qu'ils vont ils vont détruire la Terre. Hein. Si on ne prend pas garde, on est en train de cheminer vers l'utilisation de ces armes. De toute façon, ils ont créé ces armes pour les utiliser un jour. Mais c'est inquiétant pour nous, les pays à main nue. À main nue, c'est très inquiétant ce qui se passe. Le monde devait se soulever pour dire arrêtez, arrêtez, arrêtez. Parce À que, choisir des camps. sans côté, parce que on a l'impression que si c'est l'homme dans son orgueil, on peut tout faire, hein, puis détruire la Terre. De rien du tout, la Terre va disparaître. De l'autre côté, nous avons au niveau de l'Afrique de l'Ouest, les peuples qui veulent avoir cette liberté de se départir définitivement de l'oppression. C'est ce que nous pouvons retenir. Voilà, alors c'est important ce que vous notez, vous venez de noter en Europe. Je rappelle qu'il y a des pays qui ont des armes en destruction massive, notamment la France et l'Angleterre et la Russie qui a plusieurs armes nucléaires. D'ailleurs, c'est le premier pays, selon le Global Fire, à avoir plus des armes nucléaires. Voilà, espérons qu'ils vont retrouver la raison, parce que nous n'avons qu'une planète. Voilà, alors Victor Ondaletia, ingénieur en construction civile et industrielle. Qu'est-ce qu'un ingénieur? Bon, un ingénieur, c'est celui-là qui a subi une formation technique et scientifique dans une école d'ingénierie, dans une faculté ou bien dans une université spécialisée et qui a choisi un thème et l'a défendu devant le jury et a obtenu un diplôme d'ingénieur. L'ingénieur, c'est celui-là qui a un diplôme d'ingénieur. Il n'y a pas eu autre définition que celui qui a un diplôme d'ingénieur. C'est obligatoire d'avoir un diplôme pour être appelé ingénieur?
Il faut avoir un diplôme d'ingénieur pour être appelé ingénieur. Je n'en vois pas d'autre définition. Sans diplôme d'ingénieur, vous pouvez être appelé ingénieur, ce n'est pas possible. Ah, d'accord. Donc, un ingénieur, on peut noter celui qui est sorti d'une école d'ingénierie. D'une faculté qui a suivi une formation d'ingénieur. D'ingénieur, dans n'importe quelle spécialité, parce qu'il y a plusieurs spécialités en ingénierie. Alors, ingénieur en construction civile et industrielle, en quoi consiste votre métier? Bon, le métier d'ingénieur en construction civile et industrielle, c'est le métier d'ingénieur en bâtiment. Hein. Et les constructions civiles... Et industrielles? Les industriels, ça veut dire que civil, c'est les bâtiments, les habitations, ainsi de suite. Ah, mais moi je croyais que le contraire c'était militaire. Non, 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 pas du tout. Civil, c'est les bâtiments à usage d'habitation en hauteur. Industriel, c'est comme les châteaux d'eau, les usines, les stades, tout ce qui est ouvrage dans le domaine du bâtiment. C'est une spécialisation. Ah d'accord, donc c'est une spécialisation. Ouais. Donc on note qu'un ingénieur, c'est celui qui a un diplôme d'ingénieur. Donc sans diplôme, il n'y a pas d'ingénieur. Non, non. Et vous ne pouvez pas l'accepter? Pas du tout. Lorsqu'on dit ingénieur en génie civil, c'est quoi la différence? Bon, génie civil, c'est un tout. Hein? Génie civil, c'est un tout. Dans le génie civil, il y a le bâtiment et travaux publics. Et là-dedans, il y a beaucoup de spécialités. Et chacun, il y a ceux qui ont fait pont et chaussée, il y a ceux qui ont fait route, plein de spécialités. Et nous autres, nous, on a fait ce qu'on appelle le bâtiment. Et le bâtiment, là aussi, il y a des spécialités. Donc on ne peut pas vous appeler ingénieur en génie civil? Si, je suis ingénieur en génie civil, spécialité construction civile et industrielle. Vous voyez? Le génie civil, ça englobe tout, mais dedans, il y a beaucoup de spécialités. Ah, d'accord. Donc vous, la spécialité, c'est la construction? La construction. D'accord. Donc civil et industriel. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous a emmené dans ce métier? Je pourrais vous dire que la première fois que j'ai entendu ce mot ingénieur, j'étais à l'école primaire. Et à cette époque, nous, on a reçu un camarade qui venait de la ville. Tu sais, les enfants des villages, quand quelqu'un vient de la ville, ce n'est pas comme aujourd'hui où tout le monde peut venir en ville. Quand quelqu'un venait de la ville, on était curieux de savoir ce qui se passait en ville. Et on était autour de ce camarade de classe qui est aujourd'hui conseiller du chef de l'État. Et pendant la récréation, il nous disait que l'ingénieur, s'il voyait le nombre de... Il voyait notre bâtiment de l'école, il peut connaître le nombre de briques. Ah bon? Et moi, je me suis dit, finalement, où il était en train de mentir, où l'ingénieur devait être un magicien. Parce qu'il fait des choses que... Vous étiez en quelle classe déjà? À l'école primaire, on était C2, C1, C2, comme ça. Ah, d'accord. Et on se disait, où il était en train de mentir, où l'ingénieur devait être un magicien, parce qu'il est en train de faire les choses que les autres ne peuvent pas faire. Et c'est là que j'ai eu cette vocation de vouloir être un ingénieur, pour faire les choses que les autres ne peuvent pas faire. Et chemin faisant, après le BMG, à notre époque, je me suis retrouvé au lycée technique. Et au lycée technique, il y a eu une matière qu'on appelle métrée. Et si, par exemple, si vous voulez connaître le nombre de briques d'un mur, vous prenez la longueur du mur, vous divisez par la longueur de la brique, vous avez le nombre de briques sur toute la longueur. Vous prenez la hauteur du mur, vous divisez par la hauteur de la brique, vous avez les briques en toute hauteur, vous multipliez les briques en hauteur fois les briques en longueur, vous avez les briques du mur. Et finalement, je me suis dit, finalement, l'ingénieur n'était pas un magicien, donc c'était de la science. Voilà, c'était pas un génie. C'était pas de la magie, c'était de la science pure. Et si vous devriez changer de métier, ce serait... Je n'y pense pas, parce que c'était une vocation pour moi d'être ingénieur, ingénieur de bâtiment. Parce que dans le temps, c'est maintenant où il y a beaucoup de types d'ingénieurs. Et si ça n'avait pas marché, par exemple? Mais ça devrait toujours marcher. Tout ce qui est vocation marche. Ah, d'accord. Donc vous aviez dit rien, tant que je ne serais pas ingénieur, rien d'autre. Je vais vous dire, après le bac, on a le choix de choisir 3 spécialités. Et j'avais mis bâtiment. Après bâtiment, j'ai mis architecture et pont et chaussée. Et vous voyez que c'est le bâtiment qui est arrivé dans le choix de la DOB. Et c'est comme ça qu'on m'a envoyé étudier
en Russie. Ah d'accord, vous avez étudié en Russie? J'ai étudié en Russie. À l'époque URSS? À l'époque de l'URSS. Ah d'accord, c'était où, le côté de l'Ukraine à Leningrad, à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de là la où est Russie. né Vladimir Poutine. Effectivement. Voilà, alors, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Et qu'est-ce qui plaît c'est un métier passionnant parce que moi, depuis l'école, hein, moi, Vous je l'avez dit. m'intéresse plus aux mathématiques. Donc, ce qui est ingénierie, il n'y a que des mathématiques. Donc, c'est un métier de calcul. On ne fait que des calculs tout le temps. Donc vous aimez les calculs? J'aime les calculs, je n'aime pas trop la littérature. Hein. Ah bon? Je sais apprendre les leçons, c'est trop lourd. J'aimais beaucoup les calculs. Est-ce qu'on peut dire que ce métier nourrit son homme? Oui, ça nourrit son nom parce que vous voyez, nous, en tant que fonctionnaires, on a commencé le boulot avec 77 000. Et pour rejoindre les 2 au bout du mois. Pour ceux qui nous regardent à l'extérieur, 77 000 francs CFA. Oui, francs CFA. Donc plus de 100 euros. Maintenant, vous comparez ça en euros. C'est 77 000. Pour rejoindre les 2 bouts du mois, on était obligé de ce que nous appelons dans notre jargon les bricoles. On fait les bricoles, c'est-à-dire qu'on construit les maisons avec des amis architectes un peu partout dans la ville. C'est ce qu'on en a fait. Hein. Et c'est ça qui nous permettait de se tenir la tête haute. Alors, c'est quoi le plus difficile dans ce métier lorsqu'on est ingénieur? C'est quoi le plus difficile? Bon, il faut savoir que l'ingénieur, lui, a beaucoup de champs d'activité. Vous pouvez être dans l'administration, vous pouvez être dans un bureau d'études, dans un bureau de contrôle, dans une entreprise. Ça dépend là où vous êtes. Pour ma part, j'ai passé beaucoup de ma vie professionnelle dans un bureau de contrôle et puis dans l'administration. Donc ce qui est plus difficile, c'est vérifier, parce que le métier de contrôle technique, il faut vérifier les plans, il faut connaître les calculs, il faut regarder les plans, est-ce que ça a été exécuté selon les règles de l'art, il faut aller sur le terrain pour voir est-ce que l'entreprise est en train de réaliser les travaux conformément au plan approuvé. Donc c'est difficile et passionnant. Entre nous, vous êtes bière, whisky ou vin? Souvent je suis à l'eau. Ah bon? Souvent? Souvent je suis à l'eau. Et occasionnellement, on peut prendre un whisky. Mais pas trop? Rarement. Au risque de tomber, de faire une chute ou de fausser les calculs? Non, ça dit que, enfin, tout ce que nous consommons a des répercussions sur l'organisme. Et quand on suit les réactions de son organisme, c'est des choses qu'on ne doit pas consommer. Très jeune, vous consommez? En tant qu'étudiant? Étudiant, je n'avais jamais goûté à l'alcool. Ah d'accord, même en Russie? En Russie, je n'avais jamais goûté à l'alcool. Et vodka, rien? Rien du tout. Ah d'accord. Je buvais que de l'eau. Donc c'est votre hygiène de vie? Effectivement. Donc vous vous êtes imposé des limites? Effectivement. Alors, dans la pratique de votre métier, quel est votre plus grand succès? Le plus grand succès Est-ce qu'il y a une œuvre dans laquelle vous dites... Le plus grand succès, je peux dire, dans les calculs qu'on a fait, j'ai participé en tant qu'ingénieur à la construction des grands ouvrages. Des grands ouvrages. Au Congo? Au Congo, bien sûr. On a été aussi décoré par le président de la République. C'est pas donné à tout le monde d'avoir cette chance. C'est déjà quelle médaille? Commandeur. Par lui-même? Oui, par lui-même. D'abord chevalier, par lui-même. Officier, par lui-même. Ah, vous avez eu la chance que lui-même soit là? Oui, mais on a la chance que ça se passe pendant les cérémonies. Mais dans le travail en tant qu'ingénieur, je ne vais pas citer le plus grand immeuble, 9 niveaux que j'ai calculé. Je ne cite pas. 9 niveaux? Parce qu'aujourd'hui, les calculs se font à l'ordinateur.
Hier encore, nous, on faisait ça à la main. Hein. Maintenant, aujourd'hui, c'est... Un mauvais souvenir dans ce métier? Mauvais souvenir, c'est dans la gestion administrative de l'homme. On a de très mauvais souvenirs. Hein. À ceux qui ont le pouvoir de gérer les autres. C'est-à-dire les ressources humaines? Non, dans notre métier de travaux publics, c'est en quelque sorte comme cette brumade. On a subi injustement. C'est des mauvais souvenirs qui ont des réactions intérieures qui font que... Bon, en gros, ce n'est pas tellement des mauvais souvenirs parce que tout concourt au bien de l'homme. En fait, vous jugez cela comme des insultes, des blessures? Des injustices. Des injustices. Et souvent, à quel niveau la personne, parfois, qui vous punit, ne vous comprend pas, des incompréhensions, ou c'est juste une haine gratuite? Le plus souvent, des incompréhensions. Des incompréhensions. Sur l'exercice de votre métier ou sur les fonctions? Surtout, parfois les fonctions, parfois l'exercice du métier. Bon, l'exercice du métier, c'est difficile parce que le métier, je le maîtrise. Quelqu'un ne peut pas venir vous faire les injonctions dans votre métier. C'est surtout sur le mode de gestion de l'homme. Lorsqu'on est ingénieur, c'est quoi réellement le plus difficile à faire? Bon, comme je te l'ai dit tantôt, hein, je t'ai dit que l'ingénieur intervient sur beaucoup de fronts. Hein. Et là, je parle de ma spécialité qui est ingénieur en bâtiment, en génie civil. Si tu es dans les laboratoires, c'est différent, je te l'ai dit, que si tu es dans une mission de contrôle, c'est différent. Si tu es dans l'administration, maîtrise d'ouvrage délégué, c'est différent. Donc les difficultés sont liées à là où vous exercez votre métier. Il n'y a pas une difficulté qui revient souvent? Une partie, c'est comme aujourd'hui un ouvrier, tu peux lui dire, bon, qu'est-ce qui est le plus difficile à se creuser une terre qui avait des sachets, qui avait des pierres. Vous, en tant qu'ingénieur en construction, il n'y a pas des craintes de ce genre? Oui, les difficultés, elles sont liées parfois à ce que le métier est parfois dangereux. Est-ce que vous vous mettez parfois avec le maître de l'ouvrage? Est-ce qu'il n'y a pas parfois des incompréhensions qui tirent parfois? Ou si vous calculez tel truc, c'est pas tout le monde qui vous consulte? Oui, mais... Il y a des gens qui craignent les ingénieurs. Ils disent que parfois ils exagèrent. Oui, cela va de la considération. Hein. Cela va de la considération de ce que on a pour notre métier. Je vais vous dire une chose, une histoire. Avec un ami architecte, on a fait un projet pour une maman à Mongali. Et en ces temps-là, on dessinait à la main. On lui amène le lot de papier. Et on a dit pour une vieille maman, demandez-la seulement 500 000. Et la maman a crié. Et bien là, 500 000, pas de papier, pas moyo. Hein, vous voyez, c'est la difficulté, c'est qu'on n'est pas compris. Et le plus souvent, même les intellectuels, ils font plus confiance aux ouvriers que nous. Et à la maman, là, nous, on lui a confié un ouvrier, un électricien, il lui a payé plus d'1 million. Et c'était à l'électricien de nous rétrocéder quelque chose. Vous voyez, c'est des difficultés qui peuvent arriver à tout moment. Est-ce qu'on peut dire que c'est un métier à risque? C'est un métier à risque. Facilement, on peut se retrouver en prison. À quel niveau? Je peux te prendre... comment te dire ça? Je peux t'expliquer, te dire, au sorti de la guerre, par exemple, la guerre 97. Ah d'accord, du Congo, les événements que le Congo la a ville subi. était totalement dévastée. Et on nous a donné la mission de pouvoir faire l'expertise technique de pathologie des ouvrages endommagés par la guerre. Et comme dans ce cas d'espèce, le plus souvent, c'est l'expert étranger qui arrive le premier. Et ceux qui sont arrivés, ils ont demandé
de détruire l'immeuble des chèques postaux. Vous voyez, pour nous, c'est un ouvrage important, symbolique. Et moi, c'est un patrimoine aussi. C'est un patrimoine aussi. Et en ce temps-là, le pays n'avait pas les moyens qu'il fallait détruire et construire. J'ai été mandaté par ma direction d'aller faire cette expertise technique de pathologie pour réhabiliter cet ouvrage. Quand je suis rentré dans cet ouvrage, je me suis rendu compte que l'ouvrage a totalement brûlé parce que c'était un ouvrage qui était cloisonné avec des contreplaqués. Et j'ai retrouvé dans cet ouvrage le cours de béton armé, le béton, comment il brûle quand il est exposé au feu. Et j'ai fait l'expertise technique de pathologie avec la société qui était mandatée. On a réhabilité cet ouvrage. Mais je vous dis, j'ai passé plusieurs années inquiet. Je ne savais pas ce qui pouvait arriver. Mais un jour, je me suis décidé d'aller voir comment se comportait ce bâtiment. Et quand j'arrive, on m'a chassé, on m'a dit non, non, c'est maintenant une banque, vous ne pouvez pas rentrer. Vous voyez, on est inquiet parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. J'ai un autre cas où, dans le temps, j'installais des antennes avec la société Liberty sur les grands immeubles, un peu partout dans la ville. Et on en a installé au niveau du bâtiment 5 étages du CHU. Quelques mois après, il y a eu une grosse fissure qui est apparue. Et on était interpellé, ma direction était interpellée. L'entreprise voulait nous condamner. Heureusement pour moi, dans mon rapport, j'ai mis des garde-fous qui ont fait que notre direction a été sauvée. Et l'entreprise a fait plus de 60 millions pour ce travail. Donc, facilement, vous pouvez vous retrouver. J'ai des collègues qui se sont retrouvés, mes collaborateurs qui se sont retrouvés à la DST pour le travail qu'ils ont fait en mon absence. Donc, il ne faut pas être négligent. Il ne faut pas être négligent. Il faut être sévère. D'accord. Il faut être rigoureux. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé avec un ami architecte. Allez, nombreux confondent les métiers d'ingénieur en génie civil et celui d'architecte. C'est quoi la différence? Bon, ils ont raison parce que bon, c'est des métiers complémentaires, hein, il faut le dire à peu près complémentaires. Aujourd'hui même, on peut parler d'ingénieur architecte. Hein. L'architecte, c'est celui qui, si vous avez un projet, vous voulez construire, je prends un exemple, vous voulez construire un bâtiment, vous partez voir un architecte, vous lui dites ce que vous voulez, une maison tant d'étages, avec tant de chambres, tant de sites, et il vous traduit ça sur un plan. Hein. Il a la capacité de faire en sorte que votre maison soit une maison conflictuelle ou votre maison soit une maison de paix par rapport à ce qu'il fait son fonctionnement. Ou bien votre maison soit une maison de prestance de pouvoir. Ou bien une maison d'hommes riches. Tout ça c'est l'architecte. L'architecte. Et à quel moment intervient de l'autre côté, l'ingénieur, lui, il doit soutenir l'œuvre de l'architecte. Moi, le plus souvent, je me dis que l'architecte, c'est les dieux créateurs et les ingénieurs sont des anges qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc nous, l'ingénieur, il fait les calculs, le type de fondation, les poteaux, les poutres, les dalles. Donc ça, c'est pas le métier de ça, c'est l'ingénieur. Non, ça n'a rien à voir avec l'architecte. Et les architectes qui nous donnent le nombre des briques et autres, de sable, de matériaux. Le devis, ça c'est le devis. Le devis, il peut faire un devis qui concerne son côté architectural. Mais l'ingénieur, c'est celui-là qui fait le devis de toute la structure. Il peut faire en sorte que ton ouvrage coûte très cher, parce qu'il a surdimensionné. Et il peut faire en sorte que ton ouvrage est fragile, parce qu'il a mal dimensionné, et que ça peut s'écrouler à tout moment. Donc l'ingénieur, c'est celui-là qui soutient l'œuvre de l'architecte. Est-ce que vous n'exagérez pas avec vos devis? Est-ce que ce n'est pas la peur qui vous anime? On dit, bon, ici, je peux mettre 50 planches, bon, ça peut soutenir, mais pour ne pas prendre de risque, je veux lui commander 100 planches, ou bien 80 planches. Est-ce que ça vous arrive? Les devis, moi, personnellement, je n'aime pas faire les devis aux gens, parce que les devis, ça fait peur. Si on vous dit que votre maison que vous avez construite, elle coûte 300 millions, vous n'allez pas accepter. Alors, la maison ne se fait pas d'un seul coup, vous le faites pendant plusieurs années.
Et dès que vous commencez, vous avez envie de continuer jusqu'à la fin. Et à la fin, progressivement, quand vous allez finir l'ouvrage, vous vous rendez compte réellement vous avez dépensé autant d'argent. Donc maintenant, si on vous dit que faites sortir cet argent pour construire la maison, vous n'allez pas accepter de construire la maison, parce que ça coûte cher. Est-ce que nous avions des bons ingénieurs en République du Congo? Parce qu'on ne vous voit nulle part. Vous êtes... on vous voit nulle part, on vous cherche, mais moi, suivez mon regard, je vous vois nulle part. Est-ce que nous avions des bons ingénieurs au Congo? On a de très bons ingénieurs. Ce qui est regrettable, c'est que les ingénieurs, pour les découvrir, je vous ai dit tout à l'heure que c'est par rapport à leur lieu de travail. Dans l'administration, on a de très très bons ingénieurs aujourd'hui tous ces travaux qui se passent dans le pays, c'est suivi par des ingénieurs qui sont dans l'administration. Des Congolais? Des Congolais qui suivent tous ces chantiers. Ah bon? Mais je vous dis que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les lieux d'expérimentation. Parce que dans le temps, on avait dans le Crète, qui était un lieu où les ingénieurs... Laboratoires. Non, c'était pas vrai, c'est un bureau d'études où il y avait les ingénieurs, les architectes qui ont construit ce pays. Et souvenez-vous, il y avait la société, la RNTP, je ne sais pas si vous étiez né ou pas, mais il y avait la RNTP qui faisait les travaux dans ce pays, pas les ingénieurs congolais. Aujourd'hui, il n'y a plus... on n'a plus ces lieux où les ingénieurs doivent se frotter. Donc, en un mot, on a des bons ingénieurs au Congo. De très bons ingénieurs. Alors, un constat, depuis plus de 20 ans, la République du Congo a toujours des problèmes d'eau et d'électricité. Et pourtant, vous dites qu'il y a des bons ingénieurs. Je voudrais paraphraser mon chef, l'honorable Otoka, qui a l'habitude de dire que nous ne sommes que des maçons à qui vous confiez du travail. Donc, vous comprenez que ne revient pas aux maçons de te construire une maison si tu lui donnes l'argent de faire la maison d'un seul niveau de plein pied et tu lui demandes de faire une maison d'étage. Pas du tout. Donc, nous ne sommes que des maçons, des ouvriers de la chaîne d'exécution. Donc, tous ces ingénieurs, aujourd'hui, s'il y a une panne quelque part, les pannes à répétition, est-ce qu'on peut dire que les Congolais sont des bons? Vous ne pouvez pas demander à un ingénieur où vous n'avez pas une grande centrale, par exemple, de production de l'énergie. Vous demandez à l'ingénieur de vous produire beaucoup d'énergie. Ce n'est pas possible. Il faut construire des grandes centrales pour que l'ingénieur puisse être à la hauteur de vous donner le courant. Il ne revient pas à l'ingénieur de donner le courant. Ce n'est pas possible. Ou bien il ne revient pas à l'ingénieur d'aller arranger les... Donc ce n'est pas la faute des ingénieurs? Pas du tout. Ah d'accord. Pas du tout. Donc ce n'est pas la faute aux ingénieurs? Ça c'est du ressort de la politique. Alors, des politiciens. En parlant de votre métier, quelles sont les qualités d'un bon ingénieur? Dans votre domaine, par exemple, les qualités d'un bon ingénieur, c'est entre nous-mêmes, les ingénieurs, qui pouvons apprécier les qualités des autres. Moi, en tant que profane, comment vous pouvez me conseiller un ingénieur? Non, nous, on n'a pas un métier qui doit être apprécié par la population. Parce que c'est un peu comme toi, tu es journaliste. On ne sait pas ceux qui sont derrière les caméras et tout. On ne voit que toi, mais le vrai travail se passe derrière. Nous aussi, les ingénieurs, c'est comme ça. On fait... Mais la façon de rendre, il y a un jugement. Nous, on connaît, on se juge les uns les autres. On sait que tel ingénieur, il est compétent dans tel domaine, celui-là, il est compétent dans tel domaine. Nous, on connaît. Mais, donc, c'est interdit que nous... C'est pas interdit, c'est difficile à vous de repérer. Mais il y a ces fois, on conseille, on entend ici et là. Apprenez ce X, c'est un bon architecte. Là, vous parlez de l'architecture, parce que l'architecte, vous voyez son ouvrage. C'est un exemple. Voilà, donc, un ingénieur, si vous parlez de l'architecte, vous passez dans la rue, vous voyez, c'est un architecte. Mais là-dedans, il y a des ingénieurs qui ont travaillé dans ce bâtiment-là. Mais nous-mêmes, les ingénieurs, on peut dire... vous conseiller. C'est un ingénieur qui peut vous conseiller. Si vous avez fait un travail pour moi,
Et si j'ai trouvé satisfaction, on ne peut pas vous conseiller, je ne peux pas dire que X, voilà, c'est un bon ingénieur. Effectivement, vous avez les preuves parce que votre bâtiment tient et vous pouvez conseiller à une autre personne que je préfère que vous preniez tel ingénieur. Mais il n'y a pas de qualité. Qualité, nous-mêmes, nous connaissons. Même dans la médecine, on peut dire que lui, il est médecin, mais bon. Les médecins, ils reçoivent la population et la population apprécie. Et l'ingénieur, lui, il construit. Vous ne voyez pas ce qu'il fait. Il a fait une ossature, il a fait des calculs, il a fait des semelles, c'est enterré. Mais on dit que dans tous les domaines, il y a des pourris. On peut dire, bon, ça c'est des militaires, ça c'est un bon militaire, c'est un bon soldat, il respecte la République, mais celui-là c'est un pourri. Celui-là c'est un bon policier, il respecte les citoyens, mais celui-là c'est un pourri. Celui-là c'est un journaliste. Vous les appréciez comment, vous les appréciez comment? Mais par le rendement. Quel rendement? Ce qu'ils rendent, ce qu'on voit. Est-ce que vous avez déjà vu le rendement d'un ingénieur? Mais si on dit que... Vous jugez les ingénieurs à travers les travaux qui sont faits par des maîtres d'ouvrage. Et ces travaux-là, si un maître d'ouvrage donne... Donc on est mot chez vous, il n'y a pas de faux. Les faux, nous-mêmes, nous les apprécions. Nous savons que tel ingénieur... Non, on ne se comprend peut-être pas. D'accord. C'est des métiers qui se jugent en interne. Que nous jugeons. Vous voyez, nous avons un métier qui est exposer la population, par exemple. Quand il y a une catastrophe, tout le monde crie. Il insulte les ingénieurs. Vous voyez, il insulte les ingénieurs. Mais ils ne savent pas, dans notre métier, pour juger quelqu'un, il faut faire l'expertise technique de pathologie, de savoir quelle est la cause qui fait que telle chose est arrivée. Et à partir de là, on détermine qui a raison, qui a tort. Mais la population, donc, il le voit, il crie au scandale, il dit c'est tel ingénieur. Vous savez qu'il y a des métiers qui travaillent en vase clos et qui créent des dégâts et que personne n'est au courant. Mais nous avons des métiers où quelque chose ne va pas et toute la population vous crie dessus. Mais à tort ou à raison. Mais plus souvent c'est à tort. Voilà, alors comme tous les métiers du monde, aujourd'hui on assiste à l'évolution des métiers dans tous les secteurs. Même le secteur de la construction évolue et de plus en plus on a recours à l'utilisation des nouvelles technologies, que ce soit pour améliorer la sécurité sur le chantier et pour concevoir des bâtiments qui répondent aux enjeux majeurs de la transition énergétique. Alors, les nouvelles technologies font évoluer les manières de travailler des professionnels du domaine. Alors, en ce qui vous concerne, est-ce que vous suivez avec l'arrivée des nouvelles technologies ici et là? Oui. Aujourd'hui, c'est comme en matière d'audiovisuel, on a commencé avec les bêtas. À chaque fois, le monde évolue, on utilise là, nous avions des caméras 4K, chaque jour Ultra HD. Au fur et à mesure, les introductions, vous voyez les manières de présenter, la manière de filmer, ce n'est plus la même chose. On suit... C'est la même chose dans notre domaine aussi. Avant, je le disais, on calculait à la main, tout se faisait à la main. Aujourd'hui, on a des logiciels. Vous vous adaptez. Je peux te dire, nous, les premiers Congolais, je suis parmi les premiers Congolais, moi et mon équipe, qui avons appris le premier logiciel, le logiciel Robobat, qui concerne au calcul des grandes structures de n'importe quel niveau, de plusieurs niveaux de tâches. Donc nous, on a appris ce logiciel, on était les premiers avec mon équipe. Apprendre ce logiciel qui est maintenant populaire, tout le monde l'utilise. Aujourd'hui, on ne peut plus faire les calculs sans utilisation de... Donc vous suivez? Maintenant, je commence à laisser la main parce que avec mon âge, j'encadre plus les jeunes parce qu'il y a aussi... les jeunes peuvent utiliser ces outils, mais il y a aussi l'œil de l'ingénieur, l'appréciation de l'ingénieur. Superviser. C'est-à-dire que l'ordinateur peut vous donner des résultats, mais il faut les apprécier. Je suis plus dans cet encadrement-là. Vous êtes plutôt ouvert ou fermé? Est-ce que vous apprenez même aux plus jeunes?
Vous vous ouvrez? Le métier d'ingénieur, c'est un métier collectif. On doit travailler ensemble. On ne peut pas être en vase clos. Hein. C'est un métier où c'est un métier d'équipe. Vous travaillez en équipe. Alors, est-ce que vous avez des modèles dans ce que vous faites? Vous avez des modèles ou des mentors ou un mentor dans votre métier? J'ai de l'admiration pour certains collègues ingénieurs qui excellent dans certains domaines précis. On a des collègues comme ça qu'on ne peut pas égaler parce qu'ils sont très précis. Par exemple, dans la gestion administrative ou bien dans les calculs des structures. On sait que tel ingénieur est bon dans tel domaine. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous inspire, que vous admirez dans ce que vous faites? Dans le domaine de l'ingénierie, bien sûr. Moi, j'ai peut-être deux personnes qui m'ont, dans ma vie professionnelle, qui m'ont toujours donné, que je donne souvent deux ou trois, que je donne souvent du respect, parce que c'est des ingénieurs pointilleux. Ils sont congolais ou étrangers? Des Congolais. Il y a un qui est en Italie, il y a d'autres qui sont ici au Congo. Il y a un autre qui sont ici. Donc. Alors, dans votre domaine, vous êtes plutôt italien, français, anglais? Nous utilisons les normes françaises. Hein. On est une colonie française. Aujourd'hui, non, dans l'appréciation, quand vous regardez, vous dites, voilà, les Italiens sont mieux que les Français sont mieux que les Italiens, les Anglais sont mieux que... Bon, en matière de science, la science évolue. Quand nous qui avions étudié en Russie, on faisait des calculs, par exemple, dans les bêta armés, des calculs à l'état limite. Mais les Français avaient leur méthode à eux, qu'on appelait CCBA. Et quand ils ont vu que ce n'était pas une bonne méthode, ils sont rentrés dans la méthode calcul à l'état limite. Bon, les Russes faisaient ces méthodes depuis longtemps. Ils ont été dans le calcul à l'état limite. Les autres, quand ils ont commencé avec des nouveaux noms. Quand ils changent un coefficient, ils mettent un nouveau nom. Mais les autres, les pays socialistes. Donc dans votre domaine, en fait, en génie civil, on ne peut pas dire, nous on est plutôt plus italien, plus français, plus américain, plus russe, ou plus anglais ou plus chinois? Non. C'est comme en matière de mode, on peut dire, bon, moi j'apprécie les Italiens, j'apprécie les Français, j'apprécie en chaussures les Anglais, j'apprécie... Non, je vous ai dit que l'ingénieur travaille par rapport aux normes. Ah d'accord. Bon, les Congolais, nous on n'a pas les normes congolaises. Ah d'accord. Nous travaillons en fonction des normes de la France. Et la France a les normes européennes. C'est maintenant les normes européennes qu'on utilise actuellement. Donc on s'en lie à ces pays-là. On entend dans la rue. Ah, c'est du chinois. C'est les Chinois qui construisent là-bas. En matière de construction, d'ingénierie, c'est les normes. Chaque pays a ses normes. Ah, d'accord. Et il y a des pays qui sont plus avancés. Vous voyez qu'au niveau de la Chine, hein, ils font des ouvrages qui dépassent même l'entendement. Parce qu'ils ont des très bons ingénieurs qui ont des logiciels. L'ingénierie, c'est les logiciels. Il faut prendre les logiciels. Et là, vous avez apprécié. Oui, j'apprécie parce que c'est un outil qu'il faut apprendre. Les Japonais, parce qu'ils sont face parfois des tremblements de terre à répétition. Voilà, c'est normal. Dieu nous a donné la chance que dans notre sous-région, il n'y a pas de tremblement de terre. Donc nos calculs ne tenons pas compte de ça. Mais ceux qui sont dans ces zones-là, ils tiennent compte de tous ces phénomènes. Si on était dans la zone des vents, c'est compte des grands vents. Mais je parle de nos amis que tu as cités, ils sont très loin dans l'utilisation des logiciels. Voilà, nous allons parler à autre chose. Je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre que Victor Ondaletia, qui est bien sûr président de l'Ordre des ingénieurs du Congo, et bien sûr ingénieur lui-même en génie civil, est l'invité de ce programme. Vous êtes président de l'Ordre des ingénieurs du Congo. Pouvez-vous nous parler de cet ordre avec vos mots? Comment est-il organisé? Quand il a été créé? Comment il a été inspiré pour créer cet ordre?
Bon, l'idée de création de l'Ordre des ingénieurs du Congo est partie des ingénieurs en génie civil. On avait un groupe avec nos doyens. On a voulu mettre en place un ordre de génie civil parce que vous savez que tout autour de nous, tous les pays ont des ordres d'ingénieurs. Au Congo, il n'y en avait pas. Et je dois vous dire en passant qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, l'UMOA en 2016 avait demandé à tous ces États de créer des ordres d'ingénieurs. Vous voyez l'importance d'avoir des ordres d'ingénieurs pour que ce travail soit exécuté par les professionnels qui ont étudié l'ingénierie. Donc, partons de ce constat que dans notre pays, il n'y en avait pas. Et nous nous sommes retrouvés à mettre en place un ordre des ingénieurs en génie civil. Chemin faisant, l'idée était abandonnée. Et comme c'était abandonné, j'ai repris l'idée. Il faut le dire, hein, c'est l'histoire. Hein, j'ai horreur de parler de moi-même. J'ai repris l'idée et bâti des stratégies autour de moi avec d'autres ingénieurs. On s'est dit, au lieu de faire un ordre en génie civil, on fait un ordre pluridisciplinaire de toutes les spécialités. De toute façon, le génie civil, on n'aime pas nombreux. Pour un pays de 5 millions d'habitants, il n'y a pas assez d'ingénieurs. Donc il fallait faire un ordre qui regroupe tous les ingénieurs. Et c'est ce qu'on a fait. J'ai initié des textes. Il fallait trouver un porteur. C'est comme ça que nous, on a trouvé l'honorable Blaise Ambeto qui a mené notre projet, notre proposition de loi. Nous, on n'est pas passé par projet de loi. L'honorable Blaise Ambeto. Ah, d'accord. Donc lui, il a mené, c'était notre porteur. Il est député. Député à l'Assemblée. On lui a confié ce projet. Il a mené ce projet à l'Assemblée et il l'a défendu valablement. Et le président de la République a promulgué les deux lois. La loi portant création et organisation de l'ordre des ingénieurs du Congo, en sigle OSC, et la loi régissant la profession d'ingénieur au Congo. Grâce à ces deux lois, nous avons pu organiser le 8 juillet 2023 au Grand Hôtel de Kintélé l'Assemblée générale constitutive qui a mis en place un conseil de l'ordre de 25 membres et un bureau de 5 membres. Donc vous êtes le président? Donc moi je suis le président. Et chemin faisant, vous savez que la création d'un ordre par proposition de loi, c'est très très difficile. Je dois vous dire, les pays qui ont commencé avec nous au même moment, comme le Togo, le Bénin, les gouvernants de ces pays se sont donné les moyens et ils ont créé rapidement leur ordre. Mais nous, on a attendu pendant 5 ans. On a attendu 5 ans avant que ces lois-là soient promulguées. À un certain moment, on avait même perdu de l'espoir. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons mis en place une commission d'inscription au tableau de l'ordre pour vérifier les diplômes des ingénieurs. Et avec ces ingénieurs, nous allons aller à l'Assemblée générale inaugurale d'ici la fin du mois, l'Assemblée générale inaugurale que nous allons adopter le programme d'activité et le budget annuel. Après, s'en suivra, peut-être après cette assemblée, la prestation des serments des ingénieurs et l'inscription au tableau de l'ordre. J'espère que vous reviendrez dans cette émission pour nous expliquer tout cela, comment ça s'est passé, comment ça s'est tenu et les perspectives de cet ordre. Alors, comment est-il structuré? Vous êtes le président, après vous, il y a un secrétaire? Non, il y a le président, le vice-président, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et la trésorière. Ah d'accord. Ah, vous avez aussi... Une trésorière. Ah d'accord. On a des femmes dans l'ordre aussi. Ah d'accord. Il y a des jeunes filles. Alors, donc les femmes s'intéressent? Oui, c'est un métier. Mais dans le monde, il y a au moins 20% de femmes qui sont ingénieurs. Ah d'accord. Oui. Donc, c'est pas un métier d'homme seulement. Les femmes s'y intéressent aussi? Si, il y a des jeunes filles qui sont ingénieurs, qui ont fini les écoles d'ingénierie. Ils sont avec nous dans l'ordre. Donc elles se comportent aussi bien? C'est des ingénieurs, ils ont appris. Alors, qui peut faire partie de cet ordre? Ceux qui ont le diplôme d'ingénieur. Et comment se passent les adhésions? Les adhésions, il faut s'inscrire. Vous venez avec votre diplôme? Non, il y a un dossier
Pour les nationaux, il y a une fiche d'adhésion. Vous remplissez votre fiche d'adhésion. Vous envoyez votre copie de diplôme. Et il y a d'autres pièces qu'on a demandées dans cette fiche, la carte d'identité, ainsi de suite. Pour les étrangers aussi, il y a des pièces qu'on demande. Je dois vous dire en passant que la loi oblige que nul ne peut exercer la profession d'ingénieur au Congo s'il n'est préalablement pas inscrit au tableau de l'ordre. Il faut être inscrit au tableau de l'ordre pour pouvoir exercer la profession. La loi l'oblige à tout le monde. Donc, et la loi oblige aussi au bureau d'études, au bureau de contrôle, de faire partie de l'ordre. Ça oblige aussi les entreprises. Pour les entreprises, c'est facultatif. Pour ne pas intégrer l'ordre. Voilà. Donc, les chantiers qui se font ici et là à Brazzaville, il y a eu l'apport, ou c'est après la signature de cette loi que maintenant ça rentre en compte? Nous sommes en train de nous installer doucement. Est-ce que vous avez les moyens de contrôler tout ça? Ce que je dis, nous sommes en train de nous installer. Il y a les habitudes qui sont là. On ne vient pas avec un bâton magique pour tout changer. On est en train de s'installer. Il faut savoir que c'est un métier de grands investissements. Donc il y a tous les prédateurs dans ces métiers. Ce n'est pas facile de s'installer facilement. Est-ce que vous aurez les moyens, surtout ceux qui travaillent avec pourquoi les privés? Pourquoi pas? Le président de la République nous a donné les 2 lois. C'est à nous de les mettre en pratique. Nous avons ces 2 lois. Comment régir la profession d'ingénieur. Si chacun prend son ingénieur au Bénin ou à Kinshasa ou au Sénégal, il doit passer par l'ordre. Ou en France. Non, ça ne passe pas comme ça. Il faut, les lois sont là. Il faut. Pour l'instant, nous sommes en train de nous installer. Et je vous ai dit que la création d'un ordre par proposition de loi, ça dépend. Il y a beaucoup d'étapes. Fini ces étapes-là, nous allons résolument nous mettre au travail pour. Donc, en un mot, la femme a sa place dans cet ordre. Les femmes ingénieures. Ouais. Elle représente. C'est pas la femme qui a la place. Vous avez dit hein? 20%. Dans le monde, oui. Mais au Congo, c'est encore un faible taux. Hein. Il y a des jeunes filles qui finissent l'NSP qui sont avec nous aussi, qui sont là. Donc là, vous leur demandez déjà de venir là? Oui, nous lançons un appel à tous ceux qui ont les diplômes d'ingénieur de venir à l'ordre parce que c'est une loi. La loi va les rattraper, tout le monde. Et aux sociétés d'ingénierie, ceux qui ont leur société d'ingénierie, de venir aussi s'intégrer à l'ordre. Parce qu'après, vous ne pouvez pas vous exercer, parce que la loi l'oblige. Alors, quel conseil, nous allons vers la fin de ce programme, quel conseil donneriez-vous à un jeune ingénieur? Bon, les jeunes ingénieurs, vous savez, les jeunes ingénieurs, nous leur disons souvent d'aller voler la science. Excusez-moi du terme, hein, de voler la science, parce que la science ne se donne pas. Et tous ces pays qui se sont développés, ils ont volé la science chez les autres. Et nos jeunes, nous leur disons de voler la science. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'intelligence artificielle, où on peut s'égaler aux grands pays. Si nous apprenons les logiciels, nous serons capables de faire les mêmes choses que les autres. Ce qui peut nous handicaper, peut-être c'est la construction, parce que là, c'est les entreprises. Mais en ce qui concerne les études, le contrôle, les ingénieurs congolais sont capables de le faire. Nous disons souvent à nos jeunes de pouvoir aller voler la science, parce que les autres ont volé la science chez les autres. Mais malheureusement, nombreux de ces jeunes sont au chômage. Hein. Ils sont en train de frapper à la porte de l'OEC. Et nombreux sont revenus au pays, les diplômes confisqués dans certains pays. Et je pense qu'on est un pays souverain. On peut faire en sorte qu'on donne des attestations à ces jeunes-là pour qu'ils puissent exercer. Même la fonction publique ne peut pas les prendre. Nous aussi à l'OC, on ne peut pas les prendre. Donc c'est du gâchis si on laisse ces jeunes-là comme ça, on ne les récupère pas. Donc c'est important qu'on puisse leur donner ne fût-ce que des attestations locales pour qu'ils puissent s'exercer. Mais c'est des jeunes qui ont des talents. Vous savez, la science va très vite, et très très vite. Si ils ont appris des logiciels, en 1 année, 2 ans, c'est fini, c'est d'autres choses qui apparaissent. Ah oui, tous ces jeunes qui ont fini, on va perdre tout ce potentiel
de cadres comme ça. Parce que vous les rencontrez chaque jour, ces jeunes? ils viennent à l'OC, ils veulent s'intégrer. Et vous, mais vous voyez qu'il y a du talent. Hein? Et vous voyez en eux Ah oui, qu'il y a du talent. Il y a des jeunes qui manipulent ces logiciels hein, que nous respectons. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Ça a été un plaisir de vous avoir dans ce programme. Merci d'avoir disposé de votre temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour finir? Bon, mais on souhaite aux autres que du bien. Hein. Je voudrais tout d'abord vous remercier parce que je n'imaginais jamais un jour d'être en face de vous. Je vous vois souvent à la télé, un brillant, avec vos émissions, un brillant journaliste que j'admire beaucoup. Merci. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir passer dans votre émission. Donc, je vous souhaite bon vent dans ce que vous êtes en train de faire. Peut-être qu'un jour on va vous découvrir. Si vous me posez la question de savoir est-ce que on vous considère, si tu étais à l'étranger, on allait aussi te considérer aussi. Parce que nul n'est prophète chez soi. Mais vous, on vous considère? C'est relatif. C'est relatif. C'est surtout que nous, on est en Afrique de centrale. Comme il y a déjà l'ordre, on verra peut-être que vous communiquez moi aussi. Non, c'est à peine qu'on vient de créer l'ordre. Et nous, les ingénieurs, on n'a pas l'habitude de beaucoup parler parce que nous avons un métier qui Il faut dire, ça fait plusieurs années que je vous cherchais. Nous, on n'a pas l'habitude de beaucoup parler. Voilà, ça a été un plaisir de partager, de mettre votre connaissance devant ces milliers de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Alors, je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes à la fin de ce programme et que Victor Ondaletia était face à Maner. Et on se retrouve à la prochaine occasion. Salut.